Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On continue sur la thématique des pressions que l'on retrouve dans notre circuit frigorifique. Dans la vidéo précédente, on a parlé de la pression BP, c'est la pression d'évaporation. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la pression de condensation. Accrochez-vous bien, on va parler aujourd'hui de la pression HP. Alors un circuit frigorifique, c'est un certain nombre d'éléments, vous commencez à avoir l'habitude. Donc on fait un petit tour rapide pour bien remettre les choses en place et pour avancer dans des bonnes conditions. Donc le compresseur, c'est le cœur de l'installation, il met en mouvement le fluide frigorigène, il aspire des vapeurs à la pression BP et les refoule à la pression HP. Le fluide frigorigène va quitter le compresseur pour se rendre vers un autre appareil qu'on va étudier aujourd'hui très précisément, qui s'appelle le condenseur. Le condenseur est un appareil très important puisque c'est lui qui va fixer le niveau de pression côté HP. Le fluide frigorigène continue son chemin et se retrouve à l'entrée du détendeur. Le détendeur, c'est l'appareil qui va créer une chute de pression. Cette chute de pression va s'accompagner d'une chute de la température et on va se retrouver avec du fluide frigorigène qui est froid pour pouvoir refroidir par exemple une chambre froide via donc un évaporateur. On a précisé lors de la vidéo précédente qu'on pouvait travailler sur des températures d'ambiance comprises entre -30 et plus 10 degrés de façon très générale. Mais ce fluide à la pression BP et qui est froid peut être utilisé dans une unité intérieure, par exemple sur les systèmes de type speed system, pour pouvoir refroidir un bureau. Et là, on est plutôt sur des températures d'ambiance qui se situent aux alentours de 20 degrés. Et donc on va se concentrer, comme je vous l'ai dit, sur le condenseur aujourd'hui, et on va essayer de comprendre exactement ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir atteindre l'objectif de la journée, c'est de connaître la bonne pression de condensation, la pression HP de notre circuit frigorifique. Allez, je passe au slide suivant et je fais un petit point, un petit rappel assez rapide sur le fonctionnement du condenseur à air. On abordera les condenseurs à eau un peu plus tard. Donc le condenseur à air, lui, son rôle, c'est de refroidir le fluide frigorigène. On voit ici la petite animation où le fluide frigorigène entre à l'état vapeur et au fur et à mesure de son avancée, donc ce fluide, dans la mesure où il est plus chaud que le milieu extérieur, va se refroidir. Et donc ce refroidissement, donc lorsque on a des vapeurs qui se refroidissent, ces vapeurs se transforment en liquide, c'est ce qu'on appelle la condensation. Donc on est très content puisque, on l'a dit au début du parcours de formation, on va toujours privilégier les échanges de chaleur avec des transformations, donc on va mettre en jeu de la chaleur latente. Donc le fluide frigorigène rentre à l'état vapeur et au fur et à mesure de son avancée se transforme en liquide. Alors pour améliorer l'échange, on va utiliser un ventilateur muni donc de son moteur électrique et donc l'air extérieur qui est à une température plus basse que le fluide frigorigène va capter la chaleur et donc cet air à la sortie de notre condenseur sera plus chaud. Alors, soit dit en passant, on est sur une technologie ici où le ventilateur est aspirant, c'est-à-dire que le flux d'air va de la gauche vers la droite. Et ça peut être aussi intéressant pour refroidir les enroulements du moteur électrique, voire du compresseur qui peut se trouver tout de suite après. Allez, on attaque le gros morceau de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, asseyez-vous confortablement. Vous allez voir, ça va passer comme une lettre à la poste. Donc, je vais mettre en évidence ce qui se passe de façon très précise au niveau du condenseur. Donc, on va avoir bien sûr un transfert de chaleur. On va avoir donc une transformation du fluide frigorigène. Et pour pouvoir expliquer ça, rien ne vaut mieux qu'un bon vieux diagramme enthalpique, hein. C'est donc l'outil préféré des frigoristes. Et lorsqu'on le comprend un tout petit peu, je vous assure que c'est un outil très puissant. Alors en partie basse, on va retrouver notre système frigorifique classique avec le compresseur à piston, la ligne de refoulement, ici, le condenseur avec son ventilateur. Ensuite, à la sortie du condenseur, on se retrouve avec la bouteille, le filtre, le voyant, l'électrovanne et le détendeur. Alors au niveau du diagramme enthalpique, donc j'ai fait quelques vidéos à ce niveau-là. Si vous avez encore un doute, vous pouvez aller checker un petit peu pour vous remettre
les idées au clair. Mais de façon très globale et de façon synthétique, le diagramme enthalpique va nous permettre de connaître toutes les caractéristiques du fluide frigorigène dans notre circuit. Par caractéristique, j'entends bien sûr la pression, puisque ici vous voyez qu'on a en ordonnée les pressions. On va pouvoir connaître aussi l'enthalpie, donc c'est l'énergie contenue à l'intérieur du fluide frigorigène, mais également les températures que vous avez ici en rouge. On a aussi la possibilité de connaître l'état du fluide frigorigène. Donc dans notre circuit, en fin de compte, on a 3 états. On peut avoir la zone liquide, d'accord, donc à la sortie du condenseur jusqu'à l'entrée du détendeur. Ok, donc tout ça c'est la zone liquide. Donc on se retrouve ici à gauche donc, de notre diagramme enthalpique. À l'autre extrémité, on va retrouver de la vapeur, d'accord, donc en particulier au niveau donc de notre compresseur. Et en plein milieu ici, on a la cloche, donc qui ressemble à un pouce ou à un haricot. Et cela va être la zone de transition entre les états liquide et vapeur. Alors on va se déplacer de droite à gauche ou de gauche à droite en fonction de l'appareil dans lequel on va se trouver. D'accord ? Mais vous inquiétez pas, on va le faire de façon très précise pour le condenseur. Alors, on va placer tout d'abord le point 1. Le point 1, c'est le refoulement du compresseur. Donc, ce point 1 se trouve sur l'isobar HP. Donc, vous voyez que tous les points de notre circuit qui seront à la pression HP seront sur la ligne verte. Donc là, ça limite grandement toutes les possibilités. Donc, le point 1 est à l'état vapeur, donc il va se trouver dans la zone vapeur. Alors généralement, une sortie de compresseur, on est aux alentours de 80, 90, 100 degrés. Et donc c'est pour ça que le point 1 se trouve quelque part par ici. D'accord ? Allez, donc on passe maintenant au point 2. Le point 2, il se trouve à la fin ou à la sortie de la ligne de refoulement et à l'entrée du condenseur. D'accord ? Donc du coup, entre le point 1 et le point 2, on voit qu'il y a un refroidissement. Le fluide frigorigène a perdu une vingtaine de degrés. Alors, ça dépend bien sûr de la longueur de la tuyauterie, puisque cette tuyauterie n'est pas isolée. Et donc, on se retrouve ici, dans notre cas, de façon arbitraire, à 60 degrés à l'entrée du condenseur, toujours à l'état vapeur. Donc, du coup, le fluide maintenant est dans le condenseur. Il échange beaucoup plus de chaleur avec le milieu extérieur puisqu'il est ventilé. Et on va se retrouver au point 3, un point très intéressant puisque c'est le point de début de condensation. Donc on le voit ici, hein, donc la condensation ici se fait à 40 degrés. Et donc on entre dans la cloche. C'est pour ça qu'on a l'apparition de la première gouttelette de liquide dans le condenseur. Donc la transformation commence au point 3. Ensuite, on a au point 4 la fin de la condensation, puisque le fluide frigorigène continue son parcours à l'intérieur du condenseur, donc on le voit ici. Il échange de la chaleur sous forme de chaleur latente, puisqu'il y a une transformation. Et donc au fur et à mesure de son avancée, le pourcentage en vapeur diminue et donc la proportion en liquide augmente jusqu'à arriver donc au point 4 à 100% de liquide. À noter que toute la transformation s'est faite à température constante. Ici, on peut lire aux bornes de la cloche 40 degrés. Alors là, maintenant, on se retrouve dans le dernier tronçon de notre condenseur, entre le point 4 et le point 5. Donc ce tronçon est encore à l'intérieur de l'échangeur. Donc du coup, le fluide frigorigène se sous-refroidit. Et donc on voit bien qu'entre le point 4 et le point 5, nous avons une diminution de la température du fluide frigorigène. Donc à partir du point 5, on est à l'extérieur du condenseur. Et donc le fluide frigorigène continue son parcours sur la ligne liquide, d'accord, traverse tous les équipements pour arriver à l'entrée du détendeur. Donc cette tuyauterie n'est pas isolée, donc c'est pour ça que le point 6 se trouve encore sur la gauche. Et donc on a encore un sous-refroidissement au niveau de la ligne de liquide. Alors si on prend un tout petit peu de hauteur, on voit bien que le fluide frigorigène entre le point 1 et le point 6 s'est bien refroidi. Et donc on passe de 460 kJ par kilogramme de fluide frigorigène
au point 6, donc on est aux alentours de 230 kJ par kilogramme. Et soit dit en passant, la majeure partie de la chaleur a été échangée dans le cœur du condenseur, c'est son rôle. Et donc on a échangé sous forme de chaleur latente et on est très content. Alors au final, donc on va avoir trois zones. On va avoir la zone de désurchauffe entre le point 1 et le point 3, d'accord. Puis une zone de condensation entre le point 3 et le point 4. Et enfin, une zone de sous-refroidissement. Donc on aura le sous-refroidissement dans le condenseur entre 4 et 5 et le sous-refroidissement total entre le point 4 et le point 6. Alors ayant dit ça, on va pouvoir donc continuer dans de bonnes conditions. Allez, là on est dans le cœur de la vidéo puisqu'on va répondre à la question, quelle est la bonne pression de condensation d'un circuit frigorifique. Donc de façon générale et très globale, les fabricants au niveau des condenseurs à air prennent un écart entre le fluide frigorigène et l'air extérieur compris entre 10 et 15 degrés. Donc là j'ai sorti une documentation de chez Frigabon, donc sur un condenseur de la série WA, et on voit bien ici que eux, pour calculer leur puissance, ils se basent là pour ce cas-là sur un fluide qui est interdit, mais bon, qui sert toujours de référence, le R404, mais surtout vous voyez qu'ils utilisent un écart de 15 degrés pour pouvoir dimensionner leur condenseur. Okay. Alors de façon très concrète, comment on peut calculer donc la température de condensation de notre circuit frigorifique? Donc il suffit de prendre la température extérieure, donc dans notre cas on va prendre un exemple 30 degrés, et vous allez à partir de la règle que je viens de citer déterminer la température de condensation normale de votre circuit frigorifique. Alors bravo à vous, je suis sûr que vous avez fait le calcul très rapidement. Donc la température de condensation normale pour cette température extérieure devra être comprise entre 40 et 45 degrés. Donc là, vous voyez qu'on est largement au-dessus de la température extérieure. Je vous rappelle qu'un transfert de chaleur se fait toujours du plus chaud vers le plus froid. Et là, l'objectif, c'est de refroidir notre fluide frigorigène, vous vous rappelez. Et donc pour cela, il faut absolument que l'air extérieur soit plus froid que notre fluide frigorigène. Alors la question qui va se poser, c'est entre 40 et 45, concrètement, qu'est-ce que je dois choisir ? Alors, si je raisonne sur les bornes extrêmes, donc si je prends une température de condensation de 45 degrés, j'aurai une consommation électrique qui sera plus grande. Ça, je vais le démontrer tout à l'heure avec un petit exercice, vous verrez. Et on aura également, par contre, donc une surface d'échange qui sera plus petite. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme le fluide frigorigène est à une température plus élevée, donc il a besoin de moins de surface pour échanger donc une puissance. Ok ? Ça marche. Donc là, vous pourrez faire des économies en termes d'achat. Mais par contre, vous n'allez pas rentabiliser d'un point de vue de la consommation électrique. Si je prends la borne basse à 40 degrés, donc là, je pense que vous avez compris, la consommation électrique sera un peu plus faible. Et par contre, dans la mesure où le fluide frigorigène est à une température un peu plus faible, il faudra donc une surface d'échange qui sera plus grande. Allez, je passe au slide suivant et là je vais aborder un point un peu délicat, c'est la fixation de la température extérieure. Normalement, de façon officielle, on a des tableaux avec les températures extérieures de base en été pour chaque ville en France qu'il faut utiliser. Donc pour Paris, de mémoire, c'est 30. Alors il faut garder à l'esprit qu'il peut y avoir, avec le réchauffement climatique, des journées qui sont plus ou moins chaudes. Et donc là j'ai pris une petite capture d'écran, on avait pour cette journée-là 37 degrés. Donc si j'avais choisi par exemple une température de condensation de 40 degrés, donc mon condenseur aurait du mal à refroidir mon fluide frigorigène. Alors gardez en tête aussi qu'en fonction du pays dans lequel vous allez vous trouver, par exemple à Dubaï, on voit que la température moyenne en été est comprise entre 40 et 45, donc il va falloir prendre en compte cette température extérieure maximale pour pouvoir sélectionner et dimensionner donc votre condenseur. Allez, on avance dans la vidéo et on a bien avancé puisqu'on a déterminé la température de condensation du fluide frigorigène dans notre condenseur. Alors ce qu'il faut garder en tête, c'est que notre installation frigorifique fonctionne plutôt avec des pressions, donc il va falloir mettre en place la relation pression-température. Et donc pour rappel, on a au point 1 donc, du fluide à la pression BP, au point 2
du fluide, cette fois-ci à la pression HP, puisqu'on est en refoulement du compresseur. Au point 3, on est à l'entrée du condenseur, donc on a de la HP. Au point 4, sortie condenseur, entrée bouteille, on a de la HP. Entrée détendeur, au point 5, on a de la HP. Attention, à la sortie du détendeur, on a de la BP. À la sortie de l'évaporateur, on aura de la BP toujours. Et on revient à l'aspiration du compresseur au point 1, toujours à la pression BP. Donc si je simplifie, donc côté HP, on aura les points 2, 3, 4 et 5. Et côté BP, on aura les points 6, 7 et 1. Et donc une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir faire la relation pression-température. Et donc on va pouvoir ainsi identifier de façon assez précise la valeur de pression de notre circuit et dire si c'est une valeur qui est correcte ou pas. Donc pour cela, il va falloir bien sûr installer des manomètres. Donc bon, il en existe de plusieurs sortes. Là, j'ai changé un petit peu. Donc je vous ai mis un manomètre électronique. Allez, on arrive au moment que tout le monde attend. Donc c'est la valeur de pression de notre circuit en fonction donc de la température de condensation. Donc je rappelle ici qu'on était parti sur un exemple avec une température extérieure de 30 degrés, ce qui nous faisait donc une température de condensation comprise entre 40 et 45. Et donc on va poser nos manomètres. Ici, là j'ai un manomètre à aiguille, à bain d'huile. Et donc ce manomètre a pour rôle de relever la pression. Donc on a une échelle ici en noir gradué qui va nous permettre de lire la pression donc en bars. Donc cette échelle va de 0 à 30 bars. Et par gentillesse, le manomètre va nous donner aussi la relation pression-température. Et on va retrouver ici, pour ce manomètre, la température du R134, du 404, du 407 et du R507. Alors c'est assez simple, hein, je mets 40 degrés ici sur l'échelle bleue, c'est celle qui nous intéresse. Et donc 40 degrés, c'est la borne basse, on est aux alentours de 9 bars côté HP, effectif. Et la borne haute, 45 degrés, donc on est quelque part par ici, on va être aux alentours de 10,5, 11 bars. Voilà. Donc vous pouvez faire votre relation pression-température si vous n'avez pas les températures sur votre manomètre avec RevTool. Donc il suffit de prendre la pression ici mesurée par votre manomètre et de l'injecter dans l'application. Elle est gratuite, téléchargez-la, il n'y a aucun souci. Et donc vous voyez que pour 9 bars, on est aux alentours de 40 degrés. Alors là, on arrive à un moment intéressant de la vidéo, puisque lorsque vous allez être sur l'intervention, avant même d'avoir posé les manos, vous pouvez avoir une idée sur la valeur de pression. Donc vous prendrez votre température extérieure, vous faites plus 15, vous allez avoir votre température de condensation, vous faites votre relation pression-température avec RevTool, et avant même d'avoir posé les manos, vous avez un ordre de grandeur de la pression que vous devez obtenir après mesure. Voilà. Allez, on est sur la fin de la vidéo. Bravo à vous si vous avez tenu jusque-là. Donc on va faire un petit exercice. Enfin, je vais faire un petit exercice. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez et le faire de votre côté. Je vais vous donner les indications tout de suite. Mais dans l'esprit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en évidence que lorsque la température de condensation augmente, la puissance électrique, la puissance consommée par mon compresseur augmente. Donc pour cela, on va partir sur un mini projet. On va fixer les températures d'évaporation, donc à 0 partout, pour comparer ce qui est comparable, une puissance frigorifique de 10 kW et une évolution de la température de condensation. Donc on va repartir sur notre exemple avec une température extérieure de 30 degrés. Si j'ajoute 10 à 15, ça me fait une température de condensation qui doit être comprise entre 40 et 45. Et donc je vais utiliser Genetron Properties pour pouvoir justement calculer le taux de compression. Le taux de compression, c'est pression HP divisé par pression BP en pression absolue. Et donc on va aussi calculer la puissance électrique. Okay, donc on va se baser sur un fluide de type R134A. Allez, je fais la première ligne avec vous et donc je fais le reste en accéléré. Alors lorsqu'on est sur Genetron, donc on tape sur cycle et on clique, après on va sur cycle de base ici. Donc tout d'abord il faut choisir le fluide, donc nous c'est du R134. La puissance du compresseur, donc on était sur 10 kW, donc ça fait 10 000 watts. Au niveau du condenseur, on est sur 40 degrés, vous vous rappelez, le surrefroidissement je le laisse de base, il est à 5. La température d'évaporation, 0. Voilà.
voilà, et la surchauffe à 5, bon, je le laisse comme ça. Donc je clique sur Play ici, exécuter, et il me sort directement toutes les caractéristiques du compresseur. Donc je clique sur le compresseur ici, et là donc j'ai la puissance électrique consommée par mon compresseur et le taux de compression. Donc 2,46 et 3,47. 2,46 et 3,47. Voilà. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Moi je fais le travail pour vous pour les autres lignes. Allez, à tout de suite. Allez, je reviens. Bravo à ceux qui l'ont fait de leur côté tout seul. Bravo à ceux aussi qui sont restés devant leur écran à attendre. Du coup, en termes de conclusion, on voit ici, donc là, la messe est dite, hein, on a une augmentation de la consommation électrique. Hein. Plus la température de condensation augmente, plus la puissance électrique du compresseur augmente. Ok. Et donc là, moi je l'ai fait pour vous, mais d'un point de vue statistique, pour chaque élévation d'1 degré de la température de condensation, on va avoir une augmentation de 3% de la consommation électrique du compresseur. D'où l'intérêt de choisir de façon la plus juste possible votre température de condensation. Et ça, donc, cette augmentation de la consommation est liée au fait qu'on a un taux de compression qui augmente. Et pour pouvoir mieux le comprendre, je vous propose de le visualiser sur le diagramme Enthalpic. Alors avant de vous montrer le diagramme Enthalpic, pour rappel, le taux de compression c'est PK sur PO, donc pression de refoulement en absolu divisé par pression d'aspiration en absolu. Il faut que ce taux soit inférieur à 10 et donc pour limiter la consommation électrique. Et pour bien enfoncer le clou, un petit exemple. Donc si je lis 11 bars sur le mano HP et 1 bar sur le mano BP, quelle est la valeur du taux de compression? Allez, vous le faites de tête rapidement, vous avez fait, je pense. Donc le taux de compression ici est égal à 12 divisé par 2, hein, donc on passe en absolu. Et on a un taux de 6 pour ce cas, un taux qui est raisonnable, acceptable. Alors on peut visualiser facilement ce taux de compression sur le diagramme Enthalpic. Là on retrouve les 4 éléments principaux de notre circuit, hein, donc le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. Et donc si je trace un premier cycle frigorifique, on va se retrouver donc avec une pression BP de 2 bars, okay, avec donc une température d'évaporation lue aux extrémités de la cloche de moins 25. Okay. Donc côté HP, on va se retrouver avec le point 2 au refoulement, donc une pression. Donc là, si je trace, on est à peu près à 12 bars. Alors attention, sur l'axe des ordonnées, on a de la pression absolue. Donc ce qui nous fait un taux de compression de 12 divisé par 2, ça me fait 6. Okay. Alors je prends la même installation, mais cette fois-ci, pour une raison X ou Y, je ne sais pas moi, un condenseur mal sélectionné ou un condenseur encrassé, on va se retrouver avec le cycle bleu. Donc on va avoir une augmentation de la pression, d'accord? Donc on va se retrouver le point 3 à une pression de 20 bars, ok, une température de condensation de 55, ok, ce qui nous fait un taux de 10, d'accord, un taux de compression de 10, ok. Ça c'est lié au fait sûrement que soit le condenseur est encrassé, donc il y a une augmentation de la pression côté HP, donc une augmentation de la température de condensation, ou ça peut être aussi un condenseur qui est sous-dimensionné. Ok. Donc du coup, en termes de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on voit que la consommation, enfin le travail mis en jeu pour le cycle vert, donc on est entre 560 et 660 kJ par kg, ce qui nous fait un delta H de 100 kJ par kg. Pour le deuxième cycle, on voit bien que l'augmentation de la pression de condensation a provoqué une augmentation de la consommation, puisqu'on passe à une différence d'enthalpie de 700 moins 560, ce qui nous fait un delta H de 140. Alors on a aussi un deuxième phénomène qui va se passer, c'est l'augmentation de la température de refoulement du compresseur, puisqu'au point 2, avec la bonne température de condensation, on avait une température de refoulement qui était aux alentours de 55 degrés.
Et on voit que l'augmentation de la pression de condensation a provoqué une augmentation de la pression de refoulement. Et là, on se trouve aux alentours de 80 degrés. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ces explications vous ont été profitables. N'hésitez pas à revenir autant de fois que cela est nécessaire sur les vidéos pour bien digérer toutes ces informations. Je comprends que ça peut paraître un peu lourd. Mais vous allez voir, restez courageux et motivés, vous allez avoir des lampes qui vont s'allumer au fur et à mesure de votre progression et ça fait plaisir. On est dans des domaines passionnants, il y a énormément de travail et il y a de la place pour tout le monde. Donc restez bien connectés, je continue sur la thématique des fluides frigorigènes. Je parle aussi ensuite de sélection de matériel, on va sélectionner du compresseur, de l'évaporateur, du détendeur. Et j'essaie de préparer aussi un arc sur les pompes à chaleur. Donc voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à tout de suite pour la suite. Ciao.